Et c'est l'association, le but c'était vraiment la lutte contre le sida, les discriminations. On avait aussi mélangé à ça les hépatites virales, qui est une maladie qui se transmet presque, certaines hépatites se transmettent presque de la même manière que le VIH. Et on avait aussi inclus à ça les infections sexuellement transmissibles. Mais en 2020, je crois 21 ou 22, on a inclus à ça la lutte contre le diabète et contre la COVID-19. Donc, actuellement, la COVID-19 a du plomb dans l'aile. Vous-même, vous voyez que c'est vrai qu'elle n'est pas totalement éradiquée, mais à 95%, c'est une maladie qui a été terrassée. Et aussi, l'hépatite C est presque vaincue aussi, parce que quand elle est prise à temps, il y a des traitements suffisamment puissants, des traitements suffisamment puissants qui permettent d'éradiquer, si la personne n'est pas encore en stade terminal de la maladie, ça aussi c'est une maladie qu'on peut déjà guérir suffisamment. Bon, donc moi, ce que je vais vous parler, le thème aujourd'hui, c'était que je vous parle du VIH. Donc il y a le docteur... médecin, docteur notre médecin référent de l'association qui devait être là, mais elle a été empêchée. Elle m'a donné un PowerPoint pour, en ce qui concerne le sida. Je vais un peu vous présenter un peu ce qu'elle a écrit par rapport au thème qu'on m'a demandé de développer aujourd'hui. Donc d'abord l'historique, c'est vers les années 81 que on a... C'est vrai qu'avant cela, déjà, il y avait des personnes qui mouraient en Afrique d'une maladie un peu bizarre, mais c'est quand ça a touché les États-Unis, vers les années 81, qu'on a commencé vraiment à prendre cette maladie au sérieux, quoi. Donc 1981, il y a un début de l'épidémie. Bon, on sent des signes, des personnes qui meurent tous avec un syndrome, quelque chose. On les voit cachexie, les joues creuses, certaines maladies qui sont typiques. Bon, en 1985-95, c'est l'arrivée des premières trithérapies, toujours aux États-Unis. En 2007, c'est environ 45 millions de personnes qui sont séropositives. Maintenant, en termes d'épidémiologie, ici en France, il y a environ 130 000 personnes qui vivent avec le VIH. Chaque année, c'est environ 6 500 nouvelles personnes qui sont contaminées. 38% sont des homosexuels. 2% des usagers de drogues intraveineuses, 60% sont des hétérosexuels, 58% de femmes, 46% des personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Au total, un tiers des personnes contaminées sont des femmes, avec un âge moyen au diagnostic de 38 ans. 23% de la population a plus de 50 ans. Ça, c'est les chiffres aujourd'hui. 12 à 14% de ces personnes sont des homosexuels. Des homosexuels vivent avec le VIH. À Paris, c'est environ 20% des homosexuels à Paris qui sont contaminés par le VIH. Donc, dans le monde, en tout, c'est 45 millions de personnes qui vivent avec le VIH. 95% sont des PVD. 2,3 millions d'enfants qui vivent avec cette maladie, avec une mortalité d'environ 3 millions de personnes par an. Les modes de transmission et prévention. La transmission strictement interhumaine,
Il y a 3 modes de contamination. Les rapports sexuels non protégés, les rapports sexuels, ça c'est non protégé, hétérosexuel ou homosexuel. Par contamination sanguine, la transmission mère et enfant, durant la grossesse, pendant l'accouchement et lors de l'allaitement. Jusqu'à présent, il n'y a pas de vaccin efficace. Mode de transmission principal, 90% à l'échelle, ça c'est la transmission sexuelle, 90% à l'échelle mondiale. Les voies mutuelles sont la voie rectale, vaginale, buccale, même s'il n'y a pas de blessure, quoi. Certains facteurs locaux majorent le risque en rapport non protégé. Les rapports anaux, les rapports orogénitaux sont aussi contaminants. Les saignements pendant les règles ou bien les rapports violents. Le préservatif a montré son efficacité. Les dépistages dans les centres de dépistage anonyme gratuits, il y a aussi des autotests qui se vendent. Maintenant, il y a la PrEP, qui est la prophylaxie pré-exposition. C'est des comprimés qu'on peut avaler avant d'avoir des rapports. Ou bien alors, pour des personnes qui font, par exemple, la prostitution, qui peuvent prendre chaque jour, quoi, pour éviter d'être contaminés. La prévention de la transmission, traitement des personnes séropositives. Actuellement, quand les personnes séropositives prennent un bon traitement et qu'elles ont une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois, elles ne transmettent plus la maladie. Les 3 sources principales, la transmission sanguine, c'est par la toxicomanie intraveineuse, les transfusions sanguines et les matériels de soins souillés. La transmission mère et enfant. Sans traitement, le risque de transmission est compris entre 10 et 40%. La prévention, traitement de la mère à l'enfant pendant la grossesse, permet de faire baisser le risque à moins de 1%. Ça fait qu'ici en France, à moins des personnes qui viennent, par exemple, d'Afrique, et qui sont arrivées déjà peut-être au 6e ou au 7e mois, normalement, il n'y a pas de transmission. Il y a moins de 1% de transmission. Évolution naturelle de la maladie. Plusieurs phases. Il y a la primo-infection avec ou sans symptômes. Les symptômes peuvent être des ganglions ou alors une fièvre. On croit que c'est une grippe. Après ça, ça retombe. Sinon, généralement, les personnes n'ont aucun signe. Il y a une phase de latence qui peut durer quelques mois ou parfois même quelques années. Et après ça, donc, la phase à symptômes mineurs. Et après ça, la phase d'immunodépression profonde au stade de sida. Le diagnostic, quand pathologie parfois relevatrice, mais le plus souvent pas de symptômes. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que une personne peut l'avoir sans avoir eu de signes. Une personne peut vivre comme ça sans avoir eu de signes. Et peut-être que les signes peuvent être confondus à une grippe. Mais le plus souvent, pas de symptômes. Tests à faire régulièrement, surtout si on a pris des risques. Il y a les tests rapides maintenant qui existent. Il y a les prises de sang aussi. Où ça peut se faire chez son médecin généraliste ou un autre médecin, dans les CDAG, dans certaines associations, même dans les pharmacies aussi. Les traitements, il y a des traitements qui sont suffisamment efficaces maintenant. Ce qui fait que actuellement on demande aux personnes, on demande le traitement dès que
on est contaminé. Auparavant, on attendait d'abord que son immunité soit faible. Donc actuellement, dès qu'on est contaminé, on vous met directement sous traitement. Parce qu'on s'est rendu compte que quand une personne est sous traitement, elle ne transmet plus la maladie. Et elle a moins de risques de faire une maladie opportuniste. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui pouvaient faire des formes graves, même en primo-infection. Elles pouvaient faire certaines maladies qui peuvent même être mortelles. Donc on s'est dit, on n'attend plus, d'attendre d'abord que le système immunitaire soit dégradé avant de commencer les traitements. Mais il n'y a aucun traitement qui élimine totalement le VIH. Il n'y a aucun traitement qui l'élimine. Ça fait que si les personnes arrêtent les traitements, elles sont capables de retomber malades, ou bien de tomber malades et d'en mourir. Bon, les traitements, c'est des comprimés ou des injections. Les comprimés peuvent se prendre. Il y a des personnes qui prennent tous les jours. Moi, par exemple, je prends mon traitement 4 jours par semaine. Je prends mon traitement. Il y a des personnes qui prennent même 1 jour par semaine aussi. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Donc, c'est le thème que j'ai choisi de développer. Mais normalement, on devait faire une projection, mais le vidéo projecteur nous a fait défaut. Bon, actuellement, le VIH, comme disait Richard, était presque déjà terrassé. Vous avez entendu parler en 2030, normalement, ça devait être une maladie, pas quelconque, mais déjà maîtrisée, quoi. Ça devait être une maladie, pas comme les autres, mais quand même une maladie qui devait être maîtrisée. Le nombre de décès devait être très, très bas.